Mon père m'a traité de pathétique. Il a craché sur mon cadeau une Rolex de 15 000 $ offerte pour l'honorer. Cela a continué jusqu'à ce que je fasse un geste qui a fait s'effondrer tout son monde en quelques jours. J'ai 32 ans, je suis un homme et je travaille dans la technologie. Mon père, 61 ans, est un comptable de la vieille école qui a passé 41 ans dans le même cabinet. Il n'a jamais pris plus d'une semaine de congé et croyait que s'absenter du travail pour la remise de diplôme de son enfant faisait de vous un faible. Son identité tournait autour de la souffrance silencieuse, rapportant juste assez pour payer les factures tout en se plaignant de son dur labeur. Grandir sous son toit signifiait vivre selon son code, les vrais hommes ne se plaignent pas. Les vrais hommes se sacrifient. Les vrais hommes gagnent le respect par la souffrance. Toute autre chose faisait de vous quelqu'un de faible et de pathétique à ses yeux. J'ai toujours été la déception. Au lieu de rejoindre un cabinet qui vous anéantit l'âme comme il le voulait, je me suis lancé dans la technologie juste après l'université. À 25 ans, je gagnais de l'argent sérieusement. Et à 29 ans, je gagnais plus en un mois que lui en un trimestre. Il détestait ça. Il ne l'a jamais dit ouvertement, mais son ressentiment transparaissait dans chaque pic. Ça doit être agréable d'être assis devant un ordinateur toute la journée, disait-il. Ou, les emplois dans la technologie ne dureront pas. Ta sœur fait un vrai travail. Toujours ce ton, comme si je faisais semblant pendant que les vrais adultes s'occupaient des choses difficiles. Il vérifiait le cours des actions des entreprises technologiques en faillite juste pour ricaner et dire, tu vois? Un château de cartes. Pendant ce temps, je construisais des systèmes de sécurité d'entreprise pour lesquels des sociétés du Fortune 500 payaient des sommes à 7 chiffres. Puis il y a ma sœur Megan, 29 ans, l'enfant chéri. Elle est infirmière et gagne environ 58 000 $ par an, et papa agit comme si elle portait le monde sur ses épaules. Elle est respectueuse, suit ses règles, appelle tous les dimanches. C'est la personne sensée, la personne loyale, celle qui comprend la vraie vie. Ce qui est hilarant. J'ai financé ses études d'infirmière et remboursé ses prêts étudiants quand elle a obtenu son diplôme. Papa ne l'a jamais su parce que je lui ai fait promettre de ne pas lui dire. Elle était reconnaissante mais perplexe quant à la raison pour laquelle je garderais le secret. Je savais comment il déformerait cela en une histoire où je me mettais en avant pendant qu'elle se réalisait. Je suis devenu le filet de sécurité de la famille. Il y a 3 ans, mes parents ont traversé une période difficile avec leur prêt hypothécaire. Je suis intervenu, j'ai ouvert un compte et j'ai commencé à effectuer les paiements. Cet arrangement temporaire est devenu permanent. Ils ont cessé de dire merci et s'y attendaient tout simplement. J'ai tout gardé à mon nom, conservant un contrôle total, et j'ai constitué une réserve d'environ 52 000 $ au cas où. Je ne suis pas un idiot. J'ai ouvert un compte chèque séparé pour leur prêt hypothécaire avec des virements automatiques depuis mon compte principal le 25 de chaque mois. Chaque paiement était de 2 212,47 $ pour le principal, les intérêts et le compte séquestre. J'avais même une feuille de calcul suivant chaque paiement, les changements de taux d'intérêt et le solde restant. Leur prêt hypothécaire fixe sur 30 ans était à 4,125%. Rien de spécial, mais c'était le principe de la chose. J'aurais pu le rembourser entièrement, mais quelque chose me disait de garder ce levier. Ils n'ont jamais demandé ce que je pensais de financer leur train de vie. Ils supposaient que je le faisais parce que j'avais de l'argent facile à dépenser. La vérité? J'essayais d'acheter quelque chose que l'argent ne pouvait pas obtenir, leur respect. Quand la fête des pères est arrivée cette année, j'ai pensé que nous pourrions peut-être atteindre un tournant. J'ai organisé un barbecue chez moi, non pas par affection, mais comme un test final. J'ai loué une tente, engagé un barman et tout organisé avec les plats préférés de papa, dépensant près de 2 500 $ rien que pour la nourriture et l'installation. Megan est venue de Portland pour le week-end, jouant les médiatrices comme toujours. Et c'est juste de passer une bonne journée avec lui, n'arrêtait-elle pas de dire en m'aidant à installer. C'est quand même notre père. Facile à dire pour elle et elle était l'enfant chéri. Maman est arrivée tôt, réorganisant tout ce que j'avais mis en place. Au moment où les invités sont arrivés, elle racontait à tout le monde qu'elle avait tout planifié et choisi les plats préférés de papa. Peu importe. La foule habituelle s'est présentée, mon oncle Rob, quelques collègues de papa, des voisins. Papa se promenait comme s'il inspectait un chantier, signalant une plante morte dans mon jardin et me demandant si j'allais réparer la gouttière desserrée du côté nord de la maison. Je continuais de sourire, jouant le rôle du bon fils, m'assurant que les verres restaient pleins et que tout le monde passait un bon moment.
Maman se délectait de l'attention comme si elle avait planifié le Super Bowl. Meghan me faisait des petits signes de pouce levé chaque fois que papa et moi parvenions à avoir une conversation de 30 secondes sans qu'elle ne tourne au vinaigre. Après le dîner, alors que les gens étaient détendus et que la deuxième tournée de boissons circulait, j'ai décidé qu'il était temps. J'avais porté la boîte de la Rolex dans ma poche toute la journée, la sentant pressée contre ma jambe comme une grenade active. J'ai surpris papa seul au bord du jardin, regardant le nouveau bateau de mon voisin. « Tu as une minute ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête, le visage sans expression comme toujours avec moi. « Je voulais te donner ça » ai-je dit en lui tendant la petite boîte. « Bonne fête des pères. » Il l'a prise, l'a retournée et l'a ouverte. La Rolex submarinée cadran noir classique brillait à l'intérieur. Elle m'avait coûté près de 15 000 $, et je l'avais fait graver avec les merci pour tout. J'avais passé 3 semaines à rechercher la montre parfaite, le genre qui dit « j'ai réussi ». Il l'a fixée pendant ce qui a semblé une éternité, puis m'a regardé. Pas de sourire, pas de surprise, rien. « Tu penses que l'argent peut acheter le respect ?» dit-il, la voix plate. « Tu seras toujours moins que tout le monde. » Juste comme ça. Comme si j'étais un étranger essayant de le soudoyer pour attirer son attention. Comme si je n'étais rien. Je n'ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin. J'ai tendu la main, j'ai repris la boîte, je l'ai refermée et je l'ai glissée dans ma poche. Puis je me suis retourné et je suis parti, traversant directement le jardin, dépassant Meghan qui m'appelait, dépassant maman au milieu d'une histoire avec un voisin, dépassant le barman qui m'offrait un autre verre. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans dire au revoir à personne. Dans mon rétroviseur, j'ai vu Meghan debout au bord de l'allée, l'air confuse. Papa n'avait même pas bougé, toujours là, à ne rien regarder. Cette nuit-là, je suis resté assis dans mon appartement à regarder la boîte de la montre sur ma table basse. Le test était terminé. Il avait échoué de manière spectaculaire. Toutes ces années à essayer de gagner son respect, à payer leur prêt hypothécaire sans reconnaissance, pourquoi ? Pour qu'ils puissent me dire que je serai toujours moins que tout le monde ? Mon téléphone a commencé à exploser vers 21h. D'abord Meghan, puis maman, puis oncle Rob. Je l'ai éteint. J'avais joué le bon fils pour la dernière fois. J'avais organisé mon dernier barbecue, payé ma dernière facture. Demain, je leur montrerai ce qui se passe quand on repousse la seule personne qui empêche votre château de cartes de s'effondrer. Le lendemain matin, j'avais 63 appels manqués et 22 messages vocaux. Maman exigeait que je rende la montre, la nourriture, tout. Papa m'a traité d'ingrat, disant que je l'avais embarrassé devant des gens qui comptent. J'ai écouté les messages sur haut-parleur en préparant mon café, les classant mentalement par catégorie, tentative de culpabilisation, menace, fausse sollicitude, confusion sincère, ça, c'était juste Meghan. Le plus intéressant venait de l'oncle Rob, qui semblait inquiet que j'aie fait une scène en partant tranquillement. Le lundi a commencé normalement, café, ordinateur portable ouvert, faisant semblant de répondre au courriel pendant que le drame du week-end pesait sur moi comme un nuage noir. Je ne prévoyais rien de fou jusqu'à ce que j'écoute un message vocal de papa. Il utilisait cette voix calme qu'il déploie avant de devenir méchant. Tu m'as embarrassé devant des gens qui comptent vraiment. Si tu penses que tu peux jeter de l'argent par les fenêtres et réécrire qui tu es dans cette famille, tu es plus pathétique que je ne le pensais. C'était ça. Le point de bascule. Ils ne savaient pas que je payais leur prêt hypothécaire depuis des années. Ça avait commencé comme une faveur de 6 mois pendant une période difficile, mais c'était devenu permanent. Ils avaient cessé de demander comment il était payé, cessé de faire semblant d'être reconnaissant. Ce qu'ils ne savaient vraiment pas, c'est que j'avais tout gardé à mon nom avec un contrôle total. J'avais constitué une réserve de 52 000 $, assez pour couvrir près d'un an de paiement si les choses tournaient mal. Ce matin-là, j'ai tout retiré, transférant la totalité des 52 000 $ sur mon compte personnel en une seule fois. Je me suis connecté au compte du prêt hypothécaire à la First National Midwest Bank, une interface rudimentaire inchangée depuis 2010. J'avais configuré le portail de paiement pour un paiement automatique depuis mon compte spécial, classé comme dépense familiale dans mon système de comptabilité. 2 clics ont annulé le paiement automatique. 3 de plus ont supprimé mon nom en tant que payeur autorisé. Puis j'ai appelé la société de prêt hypothécaire pour confirmer. L'appel a duré 12 minutes. Le type a demandé si j'étais sûr, proposant de me mettre en relation avec leur équipe de rétention. Non, lui ai-je dit.
Je ne suis tout simplement plus responsable des paiements. Laissez les emprunteurs originaux se débrouiller. En fin d'après-midi, maman l'a découvert. Ces textos sont passés de confus à furieux, puis à quelque chose que je n'avais pas entendu de sa part depuis longtemps, la peur. Tu n'allais pas vraiment les laisser prendre la maison? Disait un message. Je n'ai pas répondu. Je suis allé me promener, je suis revenu pour trouver 4 messages vocaux de l'oncle Rob, un de Megan et un courriel de papa avec pour objet « Nous devons parler ». Je ne l'ai pas ouvert. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon dossier spécial contenant des sous-dossiers organisés par année, chacun avec des relevés bancaires, des registres de virements et des captures d'écran de textos où ils avaient demandé de l'argent. 3 ans de soutien financier documenté, jamais avec un merci qui n'était pas suivi d'une autre demande. Le lendemain à 8 heures du matin, quelqu'un a sonné à mon appartement. Je l'ai ignoré. 10 minutes plus tard, on a frappé. J'ai regardé par le Judas. C'était maman. Je l'ai regardée rester là à m'appeler pendant 25 minutes. Elle a laissé un mot que j'ai jeté sans le lire. J'ai travaillé de la maison, en configurant un filtre de courriel pour envoyer tout ce qui venait des adresses de mes parents dans un dossier spécial que je ne regarderai pas. J'ai appelé la société de gestion de mon immeuble, les informant que je n'acceptais pas de visiteurs à moins de les avoir autorisés au préalable. Cette nuit-là, un autre coup à la porte, 2 coups brefs. J'ai pensé que c'était peut-être maman ou Megan. Non. C'était un type qui avait l'air d'avoir travaillé à la sécurité dans un centre commercial. Veste noire, pantalon gris. Il m'a fixé et a dit, « Ton père t'envoie ses salutations », puis il est parti. Pas de menace, juste un message. J'avais installé une sonnette avec caméra après la première visite non désirée. J'ai sauvegardé la vidéo et la plaque d'immatriculation de ma caméra Ring. Le lendemain matin, j'ai remarqué de nouvelles marques sur ma serrure, comme si quelqu'un avait essayé de la crocheter sans être pressé. Mon voisin, un homme plus âgé et curieux, a dit qu'il avait vu quelqu'un demander à quelle heure je rentrais habituellement. Le type n'était pas amical. J'ai déposé une plainte à la police cet après-midi-là, listant tout, la visite, la serrure endommagée. Mais j'ai ajouté un détail qui a tout changé. J'ai dit à l'officier le nom de l'homme que j'avais vu. Je l'avais reconnu du barbecue de la fête des pères. Ce n'était pas juste un type au hasard. C'était un des amis de travail de papa. Là pour lui souhaiter ses vœux, disant à peine un mot, buvant juste du whisky. Vincent, je crois que c'était son nom. L'officier a tout tapé sur sa tablette, ne réagissant pas jusqu'à ce que je mentionne le nom. Vincent Kruger? A-t-il demandé. Ça semble juste, ai-je dit. Un type dégarni, peut-être 50 ans. Il a toujours l'air de décider s'il va vous frapper. L'officier a hoché la tête lentement. Je vais avoir besoin de voir cette vidéo de la sonnette. Je lui ai montré les extraits sur mon téléphone. Il a pris des captures d'écran et a demandé que les originaux lui soient envoyés par courriel. Vous connaissez ce type? Ai-je demandé. Disons simplement que le nom de Monsieur Kruger revient de temps en temps, a-t-il dit. Pas toujours de la bonne manière. Il s'est avéré que Vincent était un détective privé agréé jusqu'à il y a quelques années, travaillant maintenant dans une zone grise, engagé par des gens qui ne veulent pas qu'on pose de questions. Le policier ne l'a pas dit directement, mais son ton impliquait, papa l'a payé pour me secouer, fouiller dans ma vie, peut-être pire. Ce qui a vraiment mis le feu aux poudres? Vincent avait rendu visite à mon ex, Nathalie. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus d'1 an. Les choses s'étaient terminées proprement, sans drame. Elle m'a envoyé un texto vers minuit après le départ de la police, disant qu'un type prétendant s'occuper d'une affaire de famille s'était présenté à son bureau pour poser des questions sur mes finances, ma santé mentale, si j'avais déjà parlé de faire du mal à quelqu'un ou de faire quoi que ce soit de faux avec de l'argent. Je l'ai appelée immédiatement. Elle a décroché à la première sonnerie. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, ai-je demandé. Il a dit qu'il enquêtait sur une affaire de famille pour ton père, a-t-elle expliqué. Ça a commencé normalement. Combien de temps nous étions sortis ensemble, quand nous avons rompu. Puis c'est devenu bizarre. Il voulait savoir si tu parlais de l'argent de ta famille, si tu semblais obsédé par ton père, si tu semblais instable. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je l'ai rembarré, je lui ai dit que tu étais stable et qu'il n'avait pas à poser ces questions. Il t'a donné une carte? Non, mais j'ai pris une photo de lui en train de partir et j'ai eu sa plaque d'immatriculation. Elle m'a envoyé les images par texto pendant que nous parlions. Même type,
même Dodge chargé. Au début, elle a pensé que c'était un collecteur de dettes jusqu'à ce qu'il mentionne le nom complet de papa. C'est là que ça a fait tilt. Papa n'était pas seulement en colère. Il préparait quelque chose. Peut-être pas un procès, mais quelque chose de pire. Il me tendait un piège, me dépeignant comme instable, imprudent, indigne de confiance. Et il a sous-estimé tout ce que je savais. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai ouvert un fichier que j'avais gardé enfoui pendant des années, un dossier numérique appelé au cas où, stocké sur un disque SSD externe crypté dans une boîte ignifuge. Je ne suis pas paranoïaque, juste prudent. Quand on travaille dans la sécurité d'entreprise, on apprend à garder des sauvegardes. Le dossier contenait des captures d'écran, des courriels, des dossiers financiers et des choses que j'avais sauvegardées au cas où il tenterait quelque chose comme ça. Comme des courriels entre papa et Marcus, son associé, complotant des déductions fiscales douteuses. Des scans de chèques que maman avait déposés sur son compte personnel provenant de fonds qui n'auraient jamais dû toucher son nom. Assez louche pour leur valoir un audit ou une mise sur liste noire. J'avais des courriels de 2018 où papa et Marcus discutaient de la catégorisation des dépenses personnelles comme des déductions professionnelles, des vacances en famille à Scottsdale déclarées comme une retraite de développement professionnel, des rénovations de cuisine listées comme des améliorations de bureaux à domicile. Des petites choses individuellement, mais qui s'additionnaient pour former une fausse déclaration fiscale systématique. Puis il y avait la fiducie de mon grand-père. Il avait laissé un fonds fiduciaire substantiel pour Megan et moi, à partager 50-50e lorsque nous aurions 30 ans, à moins que l'un de nous ne soit jugé inapte à gérer les fonds. La fiducie détenait 850 000 $, bloqués jusqu'à nos 30 ans, sauf pour l'éducation, les urgences médicales ou l'achat d'une première maison. Ce que personne ne savait, pas même Megan, c'est qu'après la mort de grand-père, j'ai été nommé fiduciaire temporaire. Ce pouvoir était censé être transféré au service des fiducies de la banque 6 mois plus tard, mais personne n'a rempli les papiers. J'étais toujours en charge. Je n'y ai jamais touché, je n'en avais pas besoin. Mais quand j'ai vérifié les relevés, quelque chose n'allait pas. La moitié de Megan aurait dû être intacte. Ce n'était pas le cas. Près de 145 000 $ avaient été déplacés sur 3 ans, déguisés en dépenses administratives, des factures de sociétés inexistantes, même des dons à des œuvres de charité avec des sites web vides. Le travail était bâclé. Il m'a fallu 2 heures pour retracer où l'argent était allé. Chaque piste menait à mes parents. Ils avaient détourné l'héritage de Megan pour soutenir leur train de vie, prêt hypothécaire, nouvelle voiture, un projet de rénovation-vente qui a échoué en 2021. Les journaux de transactions racontaient l'histoire, des virements à une LLC, Limited Liability Company, appelée le Summit Educational Initiative pour une aide aux frais de scolarité 22 500 $ en 2019, 27 800 $ en 2020, 31 000 $ en 2021 et 2022. Sauf que Summit n'existait pas. Son adresse était une boîte postale dans un magasin UPS, et son numéro EIN était enregistré à l'adresse du domicile de Marcus. De là, l'argent passait à Family Capital Management avec papa comme seul signataire, puis à leur compte chèque personnel, au paiement par carte de crédit et au paiement sur une propriété de vacances à Sedona qu'ils n'avaient jamais mentionné. Ils ne m'avaient pas seulement volé moi. Ils avaient volé leur fille, celle qui répondait encore à leurs appels. J'ai tout organisé, de manière claire, facile à lire avec des sauvegardes, captures d'écran, journaux de transactions, dates, le tout regroupé dans un PDF avec des reçus. Je l'ai envoyé à Megan. Elle a appelé en moins de 20 minutes. Je m'attendais à des larmes ou à un déni. Elle n'a ni pleuré ni crié, elle a juste attendu, puis a dit, « Ils m'ont volé ?» « Oui », ai-je répondu. « Et ils ont essayé de te ruiner. » « On dirait bien, dit-elle. »« Alors brûlons tout. » Je lui ai dit que je m'occuperais du reste, mais je n'étais pas prêt pour ce qu'elle a fait ensuite. Le lendemain matin, Megan est arrivée par avion sans prévenir personne, se présentant à mon appartement avec un sac de sport et un dossier de ses propres reçus. Elle avait aussi rassemblé des preuves, sans jamais penser qu'elle les utiliserait. Je pensais que j'étais folle, dit-elle en étalant ses documents sur ma table à manger. Toutes ces années, j'ai cru que j'étais mauvaise avec l'argent ou que j'oubliais des choses. Ces preuves étaient différentes mais complémentaires, des textos de maman lui demandant de mentir à un guichetier de banque sur les sources des dépôts, les courriels de papa sur le besoin d'accéder à ses comptes pendant ses études d'infirmière pour l'aider à gérer les choses, une demande de prêt pour son premier appartement où papa avait falsifié sa signature en tant que garant sur une ligne de crédit distincte.
Elle l'a découvert 6 mois plus tard lorsque des agences de recouvrement ont appelé pour des paiements manqués sur une carte qu'elle n'avait jamais demandée. Le même jour, j'ai envoyé une copie de l'intégralité du dossier au comptable de mes parents, non pas pour menacer, mais pour avertir, car ce qui allait suivre ne serait pas discret. 2 jours de silence ont suivi. J'imaginais leur réaction, déni, panique, rage. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui s'est passé. Le 3e jour, j'ai reçu un courriel, non pas d'eux, mais de leur avocat. Court, direct, sans signature, sans en-tête, mes clients demandent une mise en demeure de cesser et de s'abstenir immédiate. Toute distribution ultérieure d'informations financières privées sera considérée comme une infraction pénale. Ceci est votre unique avertissement. C'était une menace à peine voilée, rédigée à la hâte. Le premier signe qu'il perdait le contrôle. Je l'ai transféré à mon avocat, Vance, qui se spécialise dans les crimes financiers et avait géré des violations de sécurité pour mes clients. Sa réponse est arrivée en 15 minutes, c'est du bluff. Ils espèrent vous faire peur. Ils savent qu'ils sont exposés, mais ils pensent que vous n'irez pas plus loin. Je l'ai transféré à Megan. Elle n'a pas répondu avec des mots, juste avec une photo, l'extérieur de la maison de nos parents, un grand avis de saisie rouge planté dans la pelouse. Daté de ce matin-là. Ils pensaient que je bluffais. La société de prêt hypothécaire avait agi plus vite que je ne l'avais prévu. Ils étaient probablement déjà en défaut de paiement avant que je ne retire mon argent. Mes paiements de 2212,47 $ chaque mois ne faisaient que tenir les loups à distance. Quand ça s'est arrêté, le temps était écoulé. Pas d'économie, pas de plan de secours. La maison d'où ils me faisaient la leçon était partie. Ce qui m'a brisé s'est produit cet après-midi-là. Megan est allée à la maison sans me le dire, probablement parce qu'elle savait que j'essaierais de l'en empêcher. Elle a frappé. Maman a répondu, restant en silence pendant près d'1 minute, comme si elle ne pouvait pas décider si elle devait la serrer dans ses bras ou la gifler. Puis papa est apparu et a fixé Megan comme si elle était un fantôme. Finalement, il a parlé. Tu es aussi pathétique que lui. Megan n'a pas bronché. Elle lui a tendu une copie des registres de la fiducie, a pointé la dernière ligne et a demandé, comment penses-tu que ça va se terminer? Le visage de papa est devenu vide, comme si on avait appuyé sur un interrupteur. De manière inattendue, il s'est assis, marmonnant à propos de tout construire à partir de rien, comment nous ne comprenions pas la pression, comment nous étions gâtés et ingrats. Ça aurait dû être la fin. Mais cette nuit-là, quelqu'un a forcé ma voiture. Ils n'ont rien pris. Juste laissé une enveloppe avec une photo de moi, prise 2 jours plus tôt, quittant mon appartement. Au dos, d'une écriture inconnue, 3 mots, tu es allé trop loin. J'ai tout documenté avant de toucher quoi que ce soit, des photos de l'emplacement de l'enveloppe sur le siège passager, la portière de la voiture montrant de subtiles marques d'outils, la photo elle-même tenue par les bords. J'ai de nouveau appelé la police. Le même officier est arrivé en 20 minutes, a pris la photo dans un sac de preuves et a demandé, vous avez un autre endroit où rester quelques jours? J'ai appelé Megan, je lui ai dit que je partais en ville pour quelques jours pour me faire discret. Elle n'a pas hésité, disant qu'elle ferait de même. Nous savions tous les deux ce que cela signifiait. Ce n'était plus seulement une question d'argent, de respect ou de vengeance. C'était devenu autre chose. Et quoi que nos parents préparaient, ce ne serait pas légal. J'ai quitté la ville cette nuit-là, j'ai fait un sac, j'ai éteint mon téléphone et j'ai conduit vers le nord, sans dire à personne où j'allais. Megan et moi avons convenu de disparaître pendant quelques jours, pour laisser les choses se calmer ou pour les rendre nerveux dans le silence. Je me suis enregistré dans un Hilton Garden Inn à 3 heures de route, payant en espèces et utilisant une carte de crédit de secours non connectée à mes comptes habituels. Ce n'est pas de la paranoïa s'ils sont vraiment à vos trousses. Quand vos ennemis ne savent pas ce que vous faites, ils font des erreurs. Je suis revenu 3 jours plus tard. Mon appartement était intact. Les caméras de sécurité de l'immeuble ne montraient personne près de ma porte depuis mon départ. Les images étaient granuleuses mais suffisamment claires, 48 heures de surveillance continue sans activité suspecte. Cela ne m'a pas rassuré. Je connaissais papa. Ce ne serait pas bruyant. Il essaierait de ruiner ma vie discrètement, chirurgicalement, en morceaux. Alors, j'ai agi le premier. Mes parents ne savaient pas que j'avais déjà parlé à un avocat spécialisé dans les crimes financiers et le détournement de fonds. Pas seulement Vance, mais une équipe de spécialistes en succession, de comptables judiciaires et un détective privé qui faisait les choses dans les règles.
Meghan et moi avons tout signé ensemble lors d'une réunion de 3 heures dans la salle de conférence du cabinet d'avocats, fournissant un accès complet à nos comptes, signant des affidavits sur notre connaissance de la fiducie et accordant une procuration pour des actions légales spécifiques. Au moment où Meghan a vu que l'argent avait disparu, elle m'a donné l'autorisation complète d'agir. En 48 heures, l'avocat a déposé une plainte officielle auprès de l'État, soumettant une documentation complète, falsification, transactions non autorisées, pistes de fausses factures, même des signatures que maman avait tenté de falsifier. Un expert en graphologie a confirmé que c'était béton. La plainte faisait 47 pages, détaillant 16 cas de fraude financière, 9 cas de vol d'identité et 11 chefs d'accusation de détournement de fonds fiduciaires. Chaque allégation était étayée par plus de 200 pages de preuves indexées et annotées. Mais ce n'était pas la meilleure partie. La maison était en saisie, mais il n'avait pas déménagé, pensant avoir le temps. J'ai tiré la dernière ficelle. J'ai appelé le président de l'association des propriétaires de leur quartier, prétendant être un acheteur potentiel préoccupé par la réputation du voisinage. J'ai mentionné nonchalamment une activité financière étrange impliquant une propriété dans leur rue, faisant allusion à une éventuelle enquête sans donner de nom. Je regarde une propriété sur Lakeside Drive, ai-je dit. Mais j'ai entendu des rumeurs sur des problèmes financiers avec l'un des propriétaires, quelque chose à propos d'un fonds fiduciaire et d'activités irrégulières. Je détesterais acheter dans un quartier où cela se produit. Le président de l'association, un directeur des ressources humaines à la retraite nommé Gary qui vivait pour les ragots, a pratiquement salivé. Quelle propriété exactement, a-t-il demandé, ne cachant pas son intérêt. Je préférerais ne pas le dire, ai-je répondu. C'est juste préoccupant quand on fait un si gros investissement. 2 jours plus tard, ils ont reçu une demande formelle du conseil de l'association des propriétaires, une lettre recommandée exigeant une comparution à la prochaine réunion pour aborder les préoccupations concernant les activités ayant un impact sur la valeur des propriétés. Je le savais parce que Meghan avait accès à leur réexpédition de courrier. Je savais qu'ils paniqueraient. Ils se souciaient plus du statut que de toute autre chose, plus que de la famille, plus que de l'argent. Que leur magouille financière se répande dans la communauté les anéantirait. Le lendemain, Meghan a appelé. Papa avait essayé de l'appeler 2 fois, puis avait laissé un message. Il ne criait pas. Il suppliait, disant qu'ils étaient en train de tout perdre, d'être humiliés, que les gens chuchotaient, qu'ils avaient besoin d'aide. Meghan n'a pas répondu, elle m'a juste envoyé le message vocal. La nouvelle s'est répandue parmi leurs amis et voisins. Non pas à cause de ce que j'ai fait publiquement, mais parce que c'est ainsi que fonctionnent les petites communautés. Les gens remarquent les panneaux de saisie, les hommes étranges qui visitent les maisons, les disputes à travers les fenêtres ouvertes. Ils chuchotent dans les épiceries. Mes parents sont devenus le sujet de conversations discrètes lors des rassemblements de quartier. D'anciens amis ont cessé d'appeler. Les invitations se sont taries. La mort sociale silencieuse qu'ils craignaient le plus. Le lendemain matin, maman a appelé pour la première fois depuis des semaines, en pleurant, disant qu'ils étaient surveillés, qu'ils avaient tout perdu. Nous avons juste besoin d'un peu d'aide pour nous remettre sur pied, sanglotait-elle. Ton père est dévasté. Il ne peut même plus regarder les gens dans les yeux. S'il te plaît, nous sommes tes parents. Je l'ai laissé finir, puis je lui ai dit la vérité. Je n'avais pas encore terminé. Ce soir-là, papa a appelé d'un numéro inconnu. Sa voix était creuse, vaincue. Écoute, je sais que j'ai été dur avec toi, dit-il en se raclant la gorge maladroitement. Peut-être trop dur. Mais nous t'avons élevé. Nous t'avons tout donné. Comment as-tu pu nous faire ça? Nous dormons sur le canapé de Marcus en ce moment. Le même Marcus avec qui tu as fait ces déductions fiscales douteuses, ai-je demandé. Silence. S'il te plaît, dit-il. On peut trouver un arrangement. Je suis désolé pour la montre. J'étais jaloux. D'accord? C'est ce que tu veux entendre? J'étais jaloux de mon propre fils. Pendant une seconde, j'ai presque ressenti quelque chose. Puis je me suis souvenu de Vincent à ma porte, des marques sur ma serrure, de la photo dans ma voiture. As-tu envoyé quelqu'un pour me menacer, ai-je demandé. Quoi? Non, ce n'est pas. Vincent était juste censé te parler. Et Nathalie? Était-il censé lui parler aussi? Une autre pause. Je m'inquiétais pour toi. Je pensais qu'elle saurait peut-être si tu allais bien. Tu cherchais des informations compromettantes. Écoute,
j'ai fait des erreurs, dit-il, la voix brisée. Nous en avons tous les deux fait. Mais nous sommes tes parents. Tu ne peux pas simplement t'en aller. Les gens parlent. La banque prend la maison. Ta mère ne peut pas s'arrêter de pleurer. Nous avons besoin de ton aide. Juste un prêt pour nous remettre sur pied. Nous te rembourserons. Je le jure. J'ai failli rire. Comme le fonds fiduciaire de Meghan? Celui que tu étais censé rembourser? C'était différent, a-t-il chuchoté. Non, ça ne l'était pas. Tu as pris ce qui n'était pas à toi parce que tu pensais le mériter. Tu as menti, volé, menacé, et maintenant tu veux que je te tire d'affaire pour que tu puisses me traiter comme une ordure pendant que je finance ton train de vie. S'il te plaît, dit-il, je ferai n'importe quoi. On peut recommencer à zéro. Je serai différent cette fois. J'ai ri. Tu es la même personne depuis 61 ans. Tu ne vas pas changer maintenant. Après ça, le silence. Plus de visites. Plus d'enveloppes menaçantes. Mes parents ont disparu des cercles sociaux, ont annulé leurs comptes, ont cessé d'assister aux événements communautaires et sortaient rarement de la maison. Je savais ce que cela signifiait, la gestion des dégâts. Pendant que tout cela prenait de l'ampleur, Meghan a trouvé quelque chose que nous avions négligé. Un deuxième compte séquestre sous une société écran créée il y a 3 ans, lié à un nom d'entreprise que personne dans la famille ne reconnaissait. Il portait le nom de papa mais nous listait, Meghan et moi, comme des parties prenantes héritières. Elle l'a découvert dans de vieilles déclarations de revenus, un formulaire cadre listant des revenus de partenariat de Héritage Future Planning LLC, montrant une activité minimale pour ne pas attirer l'attention. Le registre des entreprises de l'État montrait qu'elle avait été créée un mois après la mort de grand-père avec un capital initial de $1000. L'agent enregistré était un service de création d'entreprise du Wyoming pour la confidentialité, mais l'adresse postale correspondait à la boîte postale de papa. Notre avocat a expliqué que parties prenantes héritières signifiait que c'était la cachette de papa. Il avait retiré de l'argent de la fiducie, l'avait fait passer par la société écran factice et l'avait mis de côté. Il y avait encore $92 000 dedans. Nous l'avons gelé. Notre avocat a déposé une requête d'urgence pour geler tous les actifs associés à la LLC, citant l'enquête en cours sur la fraude à la fiducie. Le juge l'a accordé en quelques heures, et la banque a bloqué chaque centime. Cette nuit-là, Meghan m'a envoyé un texto, « Tu devrais entendre ça ». Elle m'a transféré un message vocal d'un numéro prépayé. C'était papa, la voix pâteuse, comme s'il avait bu. Il divaguait sur ses erreurs, sur le fait que nous ne comprenions pas ce qu'il essayait de protéger. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Je sais que tu penses que tu gagnes, mais je ne suis pas le seul à savoir des choses. Je l'ai réécouté 10 fois. Quelque chose dans sa voix n'était pas seulement de la défaite. C'était de la peur. Le lendemain matin, une femme nommée Rachel s'est présentée à mon bureau. Milieu de la quarantaine, voix vive, des lunettes trop grandes pour son visage. Elle a dit qu'elle avait travaillé avec papa il y a des années et qu'elle avait quelque chose que je devais voir. Je ne l'ai pas laissé entrer. Nous sommes allés dans un café en bas de la rue, assis à une table d'angle, le dos au mur, avec une vue complète sur les sorties. Elle a fait glisser une clé USB sur la table. Il a fait des copies de tout, dit-elle. Des trucs de banque, les comptes de ta mère, et autre chose. Elle a regardé autour d'elle et a chuchoté, des polices d'assurance. Des anciennes. Le genre qui paie quand quelqu'un disparaît. Je suis parti sans finir mon café. À la maison, j'ai ouvert les fichiers, des polices scannées du début des années 2000. L'une portait mon nom, une autre celui de Meghan. Bénéficiaires, maman et papa. Dans les notes de l'une, quelqu'un avait écrit à la main, intraçable si à l'étranger. Les polices étaient substantielles, $750 000 sur moi, $500 000 sur Meghan par l'intermédiaire d'un assureur des îles Caïmans dont je n'avais jamais entendu parler, toutes deux avec des clauses de double indemnité pour mort accidentelle ou disparition. Toutes deux renonçant aux exigences d'enquête au-delà des rapports de police locaux. Le sang a quitté mon visage. Ce n'était pas seulement de la cupidité, de l'humiliation ou du vol. C'était plus sombre. Ils avaient des plans. Des plans de secours. Je me suis souvenu d'un voyage qu'ils avaient fait en 2019 au Costa Rica, soi-disant des vacances. Ils étaient restés 3 semaines de plus. Aucune explication, juste le silence. Je pensais qu'ils réparaient leur mariage. Maintenant, je n'en étais plus si sûr.
J'ai ressorti des courriels archivés, cherchant n'importe quoi sur ce voyage. J'ai trouvé un fil de discussion où maman mentionnait avoir rencontré des conseillers financiers là-bas, parlant des opportunités de planification successorale internationale. Cela sonnait répété, comme si elle répétait quelque chose qu'on lui avait dit. Cette nuit-là, j'ai appelé Megan. Nous n'avons jamais été juste une assurance, ai-je dit. Nous étions la stratégie de sortie. Elle n'a pas discuté. Il n'avait jamais prévu de nous donner quoi que ce soit. Il prévoyait de partir. Je ne pouvais pas dormir. Je n'arrêtais pas de penser à cette police. Costa Rica. Le message vocal de papa, je ne suis pas le seul à savoir des choses. Ont-ils jamais sérieusement envisagé de l'encaisser? De faire semblant? De recommencer à zéro? Je ne voulais pas y croire, mais je ne leur faisais pas confiance pour arroser une plante, et encore moins pour valoriser une vie au-dessus d'un paiement. J'ai rencontré Vance le lendemain matin, lui remettant la clé USB. Il a examiné les documents d'assurance, son expression devenant de plus en plus sombre. Celles-ci sont techniquement légales, dit-il, mais structurées pour soulever de sérieuses alertes. L'arrangement des bénéficiaires, c'est close. Il secoua la tête. Nous devons geler cela immédiatement. Il a entamé le processus, déposant des requêtes d'urgence dans 3 juridictions, faisant appel à des faveurs de collègues en droit international des assurances, organisant une conférence téléphonique avec les autorités réglementaires. Il a également noté que le vol de la fiducie, la fraude potentielle et le harcèlement justifié des poursuites pénales. Nous avons assez pour des accusations de fraude électronique, de vol d'identité, de détournement de fonds fiduciaires, dit-il en organisant les documents. Ce sont des crimes potentiels. Nous n'avons pas porté plainte. Pas encore. Nous leur avons donné un délai. Ce n'était pas une question d'argent. Megan et moi n'en avions pas besoin. Nous voulions une rupture nette. Pas de maison, pas d'excuses, pas de vagues appels à l'aide à Noël. Juste une fin légale, documentée et irréversible. Les termes étaient simples, renoncer à tout accès aux 2 comptes fiduciaires. Fournir une déclaration sous serment admettant les méfaits financiers. Quitter l'État pour de bon. Pas d'appel, pas de courriel, pas de menaces. Nous avons rédigé 17 pages de documents juridiques détaillant leurs actions et nos exigences, des renonciations complètes à toutes les réclamations sur la fiducie, des aveux notariés de transferts frauduleux, un accord de non-contact contraignant avec des dommages-intérêts de $50 000 par violation. Nous leur avons donné 7 jours. Le 4e jour, mon téléphone a sonné. C'était papa, sa voix désespérée, brisée. Nous n'avons plus rien, dit-il. Nous restons chez la sœur de ta mère. Personne ne nous parle. L'association des propriétaires répand des rumeurs. Nous sommes finis. Je n'ai rien dit. S'il te plaît, supplia-t-il. Laisse-nous juste garder un peu. Nous sommes tes parents. Non, ai-je répondu. Les parents ne font pas ce que vous avez fait. Signez les papiers d'ici demain, puis partez. Je ne veux plus jamais vous voir ni entendre parler de vous. Une pause, puis les sanglots de maman. Elle avait écouté. Tu nous tues, pleura-t-elle. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai raccroché. Le lendemain, ils ont tout signé, vaincus. Les 17 pages, notariées et attestées par le parajuriste de Vance, qui s'est déplacé pour les rencontrer. Ils ont cédé les droits restants sur la fiducie, reconnu la fraude, accepté l'ordonnance de non-contact et confirmé dans une déclaration sous serment qu'ils quitteraient l'État dans les 30 jours et ne reviendraient pas. En échange, nous n'avons pas porté plainte au pénal, n'avons pas poursuivi d'autres sanctions civiles, ni ne les avons exposés à leurs amis restants. Nous avons juste coupé les ponts complètement. Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux depuis. La dernière fois que j'ai vérifié, ils avaient quitté l'État. L'association des propriétaires leur a infligé une amende pour avoir perturbé la communauté. Leurs noms n'apparaissent plus sur les documents de séquestre. Leur comptable les a laissés tomber. L'enquêteur de Vance a confirmé qu'ils avaient déménagé en Arizona, une petite ville en dehors de Phoenix, vivant dans un appartement en location, conduisant une voiture vieille de 10 ans au lieu du précieux VUS de papa, occupant des emplois à temps partiel, se faisant discret. Pas de médias sociaux, pas d'implication communautaire. Juste l'existence. J'ai fait don de la Rolex discrètement. Elle était partie. Au final, il ne s'agissait pas de prouver quelque chose. Il s'agissait de couper le cordon qu'il pensait avoir enroulé autour de mon cou.
Quand il a cédé, ce fut silencieux, permanent. Juste comme il le fallait. Cela fait presque un an que tout s'est passé. Je ne prévoyais pas de faire une mise à jour, mais des événements récents m'ont fait penser qu'il était temps. J'ai reçu une lettre manuscrite, 2 pages dans une enveloppe sans adresse de retour, postée de l'Idaho. J'ai reconnu l'écriture, celle de maman. La première moitié était la tentative de culpabilisation habituelle, disant qu'il n'avait fait que ce qu'il pensait nécessaire, qu'il n'avait jamais cessé de nous aimer, même lorsque nous sommes devenus des étrangers. Je n'ai pas fini de la lire, mais la deuxième page était différente. Elle disait, « Ton père ne t'a pas dit ce qu'il a fait avec le reste. » Cette phrase m'est restée. Quel reste, ai-je pensé. J'ai contacté Vance. Il s'est avéré qu'il y avait un 3e compte à l'étranger, pas directement au nom de maman, mais lié à la même société écran utilisée pour le détournement de la fiducie. Il n'y avait plus d'argent dedans, mais il a existé. Vance l'a retracé grâce au registre bancaire, un compte au Caïman établi en 2017, financé par 6 virements totalisant environ 178 000 $ provenant de la société écran. L'argent a été retiré sur plusieurs mois au début de 2022, juste au moment où notre enquête s'intensifiait, principalement en espèces, intraçables. L'enquêteur a trouvé des preuves de 3 autres LLC enregistrés au Nevada, au Delaware et au Wyoming, tout utilisant des variations de la même convention de nommage, Héritage Planning Venture, Family Legacy Solutions, Generational Asset Protection. Chacune avait une trace écrite minimale, cachant potentiellement plus de fonds. Megan et moi en avons parlé. Pour l'instant, nous laissons tomber. Certaines choses ne valent pas la peine d'être déterrées, surtout quand les personnes derrière vivent déjà comme des fantômes. Pendant ce temps, Megan et moi avons reconstruit notre relation. Pas celle superficielle que nous avions en essayant de plaire à nos parents, mais quelque chose de réel. Nous nous retrouvons pour dîner une fois par mois, parlant de travail, de la vie, de tout et de rien. Pas de drame, pas de culpabilité, pas d'héritage familial. La fiducie a été restructurée sous une institution financière appropriée, et nos parts augmentent régulièrement. J'ai tourné la page. Nouvel appartement, nouveau système de sécurité, nouvelle perspective. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'à la fin, qu'en pensez-vous? Ai-je eu raison de couper les ponts avec eux? Aurais-je dû aller plus loin ou me retenir? Et cette dernière lettre, y avait-il quelque chose de plus derrière? Comment auriez-vous géré cela?